Charles, bonjour. Bonjour. Alors, en juin, vous avez pondu un article qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il s'agissait d'établir un rapport entre l'énergie et l'économie. Et selon vous, ce rapport nous permet de savoir où on en est dans le cycle boursier. Il faut revenir encore une fois un petit peu en arrière. Je dis toujours ça au début de chacune de ces interviews. Je dis simplement que l'énergie, dans le fond, l'économie, c'est de l'énergie transformée. C'est-à-dire que tous les produits, tous les services, c'est de l'énergie. Nous sommes de l'énergie, si vous voulez. Et donc, si vous réussissez à transformer de l'énergie en dégageant une valeur ajoutée supplémentaire à son contenu d'énergie, si vous voulez, à ce moment-là, le système fonctionne et on est dans ce qu'on peut appeler un marché haussier. Si on a du mal à transformer l'énergie de façon rentable, si on perd de l'argent dessus, on est dans un marché baissier, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans le système. L'énergie n'est pas à son prix. Et donc, si vous surveillez le rapport entre l'énergie et les marchés financiers, vous avez une idée assez nette de la façon dont on se situe, quoi. Alors, quand vous parlez en effet de ce rapport entre énergie et marché financier, vous établissez également un lien très important, et il faut qu'on y revienne, entre producteurs et consommateurs. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez détailler ? Oui, si vous voulez, nous sommes tous des consommateurs d'énergie, nous, on est aussi des producteurs d'énergie, mais il y a quand même des gens dont le métier est de produire de l'énergie. Et on sait très bien que, par exemple, si les prix de l'énergie augmentent, comme ça s'est produit à quelques reprises dans l'histoire, à ce moment-là, presque toujours, c'est équivalent à une augmentation des impôts. C'est-à-dire que quelque part, votre niveau de vie baisse parce que vous êtes obligé de payer plus pour votre énergie. La crise des gilets jaunes a commencé par une hausse de l'énergie sur les voitures diesel pour les gens qui étaient dans la France périphérique, si vous voulez. Donc on a bien vu, on faisait baisser leur niveau de vie en montant le prix de l'énergie, et c'était pas acceptable. Donc vous avez ça, et il faut essayer simplement de trouver des façons de mesurer où on en est dans le rapport entre la consommation et la production d'énergie pour voir si on transfère ou pas l'énergie de façon rentable, quoi. Alors, ce que vous écrivez aussi, c'est que si l'énergie n'est pas chère, ça veut dire que la rentabilité du capital investi dans ce domaine est inférieure à celle dans la production des biens qui s'en servent. Qui s'en servent. Alors là, c'est un phénomène très curieux qui se passe parce qu'on a essayé de faire des analyses à long terme, si vous voulez, selon les régions, selon les secteurs, etc. Et on se rend compte qu'il y a un phénomène assez curieux, c'est-à-dire si vous prenez l'évolution de la bourse de Paris et de la bourse de New York sur le long terme, vous vous rendez compte que dans le fond c'est à peu près la même, de temps en temps ça diverge, mais enfin c'est à peu près la même. Et vous avez le cycle dure un an et demi, et puis vous avez des périodes de hausse, des périodes de baisse, mais enfin c'est pas très différent. Mais quand vous prenez le secteur de l'énergie, si vous considérez l'énergie comme un pays par exemple, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le même cycle. C'est-à-dire que, grosso modo, l'énergie est trop bon marché pendant un grand moment, et puis la demande d'énergie ne cesse de monter, et il y a un moment où la demande marginale d'énergie devient supérieure à l'offre marginale d'énergie. Et à ce moment-là, l'énergie ne monte pas de 5 ou 10%, elle triple ou elle quadruple. C'est-à-dire que le cycle énergétique est un animal assez curieux. Il ne fait rien pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, et puis d'un seul coup, il triple, le prix de l'énergie triple, puis ensuite, il ne fait plus rien pendant 10 ou 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et sur le long terme, la rentabilité du secteur énergétique est plus importante que celle de la bourse de New York ou de Paris. Mais cette rentabilité est distribuée de façon complètement différente. C'est-à-dire que vous gagnez énormément d'argent pendant 3 ou 4 ans, puis ensuite, vous n'en gagnez plus pendant 10 ou 15 ans, quoi. Et ces périodes où le prix de l'énergie monte sont en général des périodes assez difficiles pour les marchés financiers. Difficiles pour les marchés financiers et également pour un tas d'acteurs économiques, parce que l'impact est récessif. L'impact est complètement récessif, et donc les gars qui ne réussissent pas à avoir une rentabilité supérieure au nouveau prix de l'énergie, ils sautent. Ils font faillite. Alors vous avez essayé de modéliser tout ça avec un ratio que vous avez créé. Oui. Donc c'est le pétrole sur le S&P 500 ? Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'à certains moments où le pétrole fait mieux, et en général, à ce moment-là, c'est pas la peine d'avoir grand-chose d'autre que du pétrole dans son portefeuille. Et il y a des pétroles où il fait moins bien, et c'est pas la peine d'avoir des valeurs énergétiques. Je veux dire, c'est... Donc, en 1980, après une crise énergétique où l'énergie était montée dans des proportions, il était passé d'à peu près... le prix du baril était passé d'$1 à $1,50 en 1970 à $30 en 1980. Donc, c'est vrai, ça a été une des plus belles de l'histoire, quoi. À ce moment-là, les valeurs énergétiques à l'intérieur de l'indice Standard & Poor's, le composant énergétique, les Exxon de ce monde, faisaient à peu près 30% de l'indice.
Maintenant, on est à 6 ou 7. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça fait des différences tout à fait considérables sur ce que vous devez avoir dans votre portefeuille, quoi. Et si vous regardez les 10 premières valeurs, les 10 plus grosses capitalisations boursières du monde en 1980, c'était que des valeurs énergétiques. Vous regardez aujourd'hui, ça n'est que des GAFA. Une inversion du rapport de force. Une inversion du rapport de force. Mais ça ne dure jamais, à un moment ou à un autre, l'énergie prend sa revanche. Alors justement, quand on consulte votre graphique, bon, celui-là vous l'aviez fait en juin, mais il reste valide. Les choses bougent lentement. Voilà, à une vitesse tellurique. C'est la dérive des continents. Sauf quand on a une accélération, bien évidemment. Oui, alors l'accélération, elle est très brutale, et elle se passe quand on casse la... Donc là, nous sommes dans une phase où le pétrole est trop bon marché. Trop bon marché. L'énergie est trop bon marché. L'énergie, oui, on dit le pétrole, c'est un raccourci, mais c'est l'énergie. L'énergie est trop bon marché, oui. Trop bon marché. Trop bon marché. Donc il faut surveiller ça comme du lait sur le feu, parce qu'à partir du moment où le prix de l'énergie se met à monter, si vous voulez, quelque part, le taux d'inflation se met à monter, l'indice des prix. Et à ce moment-là, les banques centrales ne peuvent plus s'amuser à ce jeu de prétendre qu'elles vont maintenir des taux d'intérêt très bas puisque l'inflation monte. Alors ça, c'est l'autre point intéressant, c'est que pour vous, les banques centrales ne peuvent pas contrecarrer une hausse des prix de l'énergie. Les banques centrales, elles peuvent imprimer tout l'argent qu'elles veulent, mais elles ne peuvent pas imprimer un baril de pétrole. Aujourd'hui, donc, l'énergie est trop bon marché, oui. Si l'on en croit votre... C'est-à-dire que celui qui n'est pas pressé, il peut commencer à établir des petites positions, parce qu'il est bien payé pour le faire. Je ne sais pas, les grandes valeurs énergétiques du style Total doivent vous donner du 5 ou 6% de rendement, non? C'est dans ces proportions, en effet. Donc, bon, c'est mieux qu'une obligation française, quoi. Alors ça, c'est pour les pétrolières intégrées, évidemment, parce que l'énergie, c'est aussi des parapétrolières. Bien sûr. Qui, d'ailleurs, ont des cours très, très volatiles, qui sont à la casse plutôt... Plutôt à la casse en ce moment. Voilà, les Schlumberger de ce monde ne sont pas chers. Voilà, mais qui voient leur cours multipliés par 3, 4, 5... oui, il y a un effet de levier sur l'énergie classique. Dans les phases de haussière. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on sorte de cette période d'énergie bon marché? Est-ce que vous voyez aujourd'hui des catalyseurs qui se profilent? Oui, il y en a un qui est tout à fait important, c'est justement, j'en ai déjà parlé, c'est les GAFA. C'est toutes ces nouvelles technologies de l'information, c'est tous les téléphones qui prennent des photos, etc. Quand vous prenez une photo sous la tour Eiffel avec votre petit ami et que vous le mettez ensuite dans le nuage, le cloud, là-bas, quelque part dans le nord de la Suède ou je ne sais pas où, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que ça bouffe autant d'électricité qu'une ampoule électrique. Donc vous avez une espèce d'explosion de la demande énergétique pour des raisons technologiques, en quelque sorte. Oui, Internet c'est... En tant que pays, si Internet était un pays, serait le 3e consommateur mondial d'énergie derrière les États-Unis. En tout cas d'électricité. En tout cas d'électricité. Et donc ça monte, ça double. Oui, d'électricité, vous avez raison de préciser, c'est d'électricité. Donc si vous voulez, ça monte, ça double à peu près tous les 4 ans, cette demande-là. Et donc c'est très considérable, parce que ça veut dire que quelque part, si on se projette dans le futur, à un moment, on va avoir une pénurie, peut-être pas d'énergie, mais d'électricité. Et ce qui est très curieux, c'est que parallèlement, vous avez tous les peuples, surtout en Europe, qui votent pour ce qu'on appelle les Verts, qui veulent former les centrales électriques, les centrales nucléaires, etc. Donc il me semble qu'il y a une légère contradiction entre les deux. Ce qu'il faudrait faire, c'est bâtir des centrales électriques comme des fous, de façon à éviter qu'il y ait une hausse qui se déclenche à partir de l'électricité. Quelque part, si je devais réfléchir un petit peu, je dirais que la plupart des hausses énergétiques dans le passé sont produites à cause de la hausse du prix de l'énergie qui allait dans les transports. Peut-être pas celle-là. Peut-être pas la suivante. Ça va peut-être être parce que on utilise beaucoup d'énergie. Alors, on a quelques graphiques justement qui pointent cette montée en puissance des technologies de la communication dans la consommation d'électricité. Et alors là, on a qui apparaît à l'écran, c'est la croissance prévue de la part mondiale de l'utilisation de l'électricité par les technologies de la communication. Et en 2030, on devrait être à 20%, alors qu'en ce moment, on est autour d'une dizaine de pourcents. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est considérable. C'est considérable, c'est-à-dire que la demande marginale d'énergie ne va pas venir des transports, des avions, des bateaux, etc., qui vont plutôt baisser, j'imagine, mais ça va venir de cette utilisation que nous faisons tous de ces machines. Écoutez, vous allez dans le métro, vous allez dans un avion, et tout le monde est sur un écran.
Effectivement, et ça ne fera qu'empirer sans doute Et- avec la 5G. Alors, bon, on n'est pas à l'abri non plus, et Ouais. c'est l'expression, je veux un peu provocante, mais on n'est pas à l'abri non plus d'une révolution technologique qui permette de réduire la consommation. Alors, c'est pas tellement la consommation, mais la révolution technologique qui doit se produire, c'est qu'on puisse réussir à stocker l'électricité. Pour l'instant, on la produit, mais on la stocke pas. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et les techniques de batterie aujourd'hui sont tout à fait insuffisantes. C'est pas du tout ça. Donc il faut trouver une façon de stocker l'électricité. Alors ça passera par l'hydrogène, ça passera par d'autres choses, mais je sais pas très bien par où ça passera. Mais un jour, il y a un gars qui est dans un garage, va trouver une façon de stocker l'électricité. Et là, on aura résolu le problème, sans doute. Mais enfin, pour l'instant, on l'a pas fait. Non. Alors, pour le plaisir, je vais nous proposer un nouveau graphique. C'est la consommation de gigawatts utilisée par les data centers dans le monde. Et là, on voit qu'on passe de 47,5 gigawatts en 2015 à, selon les estimations, 240 en 2025. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Oui, l'impact est considérable. Combien de centrales nucléaires il faudrait bâtir? Et les seuls endroits où on bâtit des centrales aujourd'hui, dans le fond, c'est l'Inde, parce qu'ils sont très en retard, et la Chine. Dans des pays comme la Californie, ils ont peut-être commencé une crise de l'électricité, puisqu'ils n'arrêtent pas. Il y a 2 services publics d'électricité en Californie, mais ils n'arrêtent pas de les martyriser, si vous voulez. Je te leur mets des contraintes et tout. Donc, il commence à y avoir des coupures d'électricité en Californie. Alors, on dit que c'est à cause des incendies. J'aimerais en être sûr. Bon, en tout cas, la leçon qu'il faut tirer de tout ça, c'est que l'énergie est tout de même à considérer comme un marqueur très important de cycle boursier. Le cycle boursier. Et que c'est un des déterminants. Et de politique monétaire. Et de politique monétaire, bien évidemment, puisque ça introduit, lorsque on est dans une phase où l'énergie a le vent en poupe, des pressions inflationnistes qui contrarient les desseins des banques centrales. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une phase de récession parce que le prix de l'énergie monte, mais aussi d'inflation. Alors les banques centrales sont dans une situation très difficile puisque suivre une politique monétaire laxiste quand il y a de l'inflation, on ne sait pas trop comment ça va se terminer. Et tant qu'il n'y a pas d'inflation, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Mais à partir du moment où il y a de l'inflation, ça devient difficile. Bon, et compte tenu, je termine, compte tenu de tout ce qui se dessine également en termes de consommation d'électricité par les nouvelles technologies, oui. Vous dites qu'il est sage aujourd'hui de commencer à constituer des positions dans le secteur de l'énergie. Dans le secteur de l'énergie, d'autant plus que, la réalité, c'est que vous avez quand même des rendements qui sont quand même très très intéressants, quoi. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous rapporte du 5% et dont vous pensez que le dividende est bien couvert, je pense à des gens comme Shell, Total, etc., 5% par an, c'est plutôt mieux que ce qu'on vous offre par ailleurs, quoi. Dans un univers où les rendements sont concassés. Concassés, exactement. Charles, merci. Mais je vous en prie.